Bonjour Lucien, on s'est vu il y a 2 ans pour parler de ton bouquin qui s'appelait Photographie d'un hamburger, donc il a été publié chez Scali. Bon, qui est passé un petit peu inaperçu, hein, c'était un peu noyé au milieu de la rentrée littéraire. Qu'est-ce que tu penses justement de ce concept de rentrée littéraire? Est-ce que tu vois une utilité à ça? Non, pas vraiment. Enfin, bon, je veux dire une platitude, mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de marketing là-dedans. Enfin, voilà. Et bon, quel souvenir tu as de cette sortie? T'en as plutôt un bon souvenir ou bon, c'est plutôt... t'as été plutôt déçu de la réception de ce livre, hein? Bref, les deux à la fois. À partir du moment où un livre qu'on a écrit sort dans le commerce... C'est toujours un grand événement finalement, un premier roman qui sort, enfin. Oui, c'est agréable. Bon, enfin, de le voir à la FNAC ou dans les Virgines, tout ça. Enfin bon, il y a une certaine satisfaction narcissique. Non mais bon... Mais oui, bon, enfin, de toute façon, je m'attendais pas forcément à ce qu'il y ait une déferlante médiatique. Enfin, il n'y a pas eu vraiment enfin, le service de presse de Scali, bon, enfin, n'a pas fait grand-chose. Donc, on s'est un peu débrouillé avec Stéphane Million et enfin avec nos propres carnets d'adresses en fait. Ouais, Stéphane Million était ton éditeur chez Scali, c'est ça. Voilà. Et donc, bon, enfin, cela dit, il connaît quand même suffisamment de monde, donc ça a permis quand même d'avoir effectivement un peu de d'écho. Et pourquoi est-ce que tu n'as pas ouvert un blog par exemple? Pourquoi est-ce que tu n'as pas essayé de faire un petit peu parler ton bouquin par toi-même? Parce qu'un blog, c'est finalement ça, c'est faire parler de son bouquin, disons par ses propres moyens, sans carnet d'adresse. Oui, bah, enfin, c'est un peu ce que Stéphane m'avait recommandé. Alors j'ai fait une page MySpace, mais bon, avec 6 mois de retard. Ouais, la page MySpace, elle était pas très actualisée, hein, je me souviens. Hein. Il y avait un peu une photographie d'un hamburger et c'est tout. Hein. Oui, oui. Bon. Ouais. Non, mais en fait, bon, c'est l'outil informatique que bon, je maîtrise pas, qui m'ennuie. Enfin bon, j'ai pas internet chez moi, donc à partir de là, ça complique un peu je dirais la maintenance, enfin, je veux dire l'entretien du blog. Ouais. Et je me souviens que tu m'avais dit que tu étais un peu déçu par les ventes. Hein. Il a vendu à peu près 300-400, quelque chose comme ça. Un peu moins, je pense. Ouais. Mais oui, non, mais enfin déçu, oui et non, enfin un peu. Mais je me disais, quel est finalement l'intérêt de publier sur papier? Parce que finalement, on peut très bien obtenir 300 à 400 téléchargements si on met un manuscrit en PDF sur un blog. Oui, donc, comment est-ce que tu vois l'utilité de la publication papier? Est-ce que ça a encore une utilité aujourd'hui, maintenant qu'il y a Internet? Bah, il y a le prestige symbolique, on pourrait dire, parce que bon, passer par un éditeur, ça suppose, enfin, c'est une espèce d'adoubement, quoi. En fait, ça veut dire qu'on a été reconnu par un éditeur, et puis ensuite, bon, il y a une diffusion. S'il y a un bon diffuseur, hein, évidemment, mais bon, une chose est sûre, c'est qu'on est plus, à mon avis, on est plus lu si on fait un blog que si on sort un bouquin en papier. Ça, c'est... Donc est-ce que c'est pas une forme, les Anglais disent de vanity press, hein, tu vois, vraiment se faire parler, enfin faire parler de soi plutôt pour sa vanité, pour son statut finalement. Tu veux dire la sortie papier ou la sortie papier. Bah là, en l'occurrence, ça n'a pas franchement marché, puisque la sortie papier n'a pas non plus, enfin, pas défrayé la chronique, hein, donc j'aurais mieux fait enfin, à la limite, oui, effectivement, faire un blog, c'est peut-être plus, ça paye plus, probablement, en termes de rapport, je dirais, quantité-prix, enfin, en termes d'investissement et puis de gens qui ensuite vont nous lire. Hein. Ça, je pense qu'effectivement, ouais. Enfin, je pense que avec ton blog, tu as plus d'impact que moi, je n'en ai pas livre. Mais c'est vrai que c'est énormément d'efforts d'essayer de se faire publier sur papier. Enfin, tu m'avais dit, tu as essayé pendant des années, tu as fini par rencontrer Stéphane Million, c'était quand même une galère effroyable. Est-ce que ça vaut le coup, finalement, tous ces efforts? Hein? Ouais, enfin ça vaut le coup en même temps. Je dirais que bon, quand on n'a pas un parent dans le milieu, enfin bref, qu'on n'est pas, effectivement, c'est une galère effroyable. Enfin, je veux dire, on passe un temps fou à rencontrer les gens et puis donc on peut se dire effectivement ça en vaut pas la peine. Bon, moi j'ai peut-être eu un peu de chance, hein, j'en sais rien. Enfin, il se trouve que mon texte a plu à Stéphane. Bon, j'avais eu une réponse positive aussi d'un autre éditeur quand je l'avais envoyé, enfin par envoi spontané. Bon, je pense que ça. C'était qui t'avait répondu? C'était les éditions Blanches. Ah oui, c'est vrai, l'éditeur de Sora là. Qu'est-ce que je disais déjà en fait Pardon, je t'ai interrompu. Oui, tu disais que tu avais eu des réponses et finalement tu n'étais pas si à plaindre. Oui, enfin bon, mais disons qu'en fait, bon, publier un livre comme ça, bon, d'une certaine façon, c'était un peu un rêve de jeunesse, donc voilà, bon, c'est réalisé.
Je dirais que là effectivement, bon, j'ai écrit le deuxième qui sortira probablement jamais. Oui, parce qu'il faut rappeler que c'était le tome 1 qui est sorti donc il y a 2 ans, en 2006, voilà. Et là le tome 2 donc, devait sortir chez Scali normalement, mais apparemment il n'a pas plu à Stéphane Millon, c'est ça? Non, enfin bon, il a plu à personne en fait. Hein, donc voilà, donc c'est-à-dire que, comment dire, après avoir écrit le premier, en fait, je me suis rendu compte que j'avais quand même encore pas mal de chutes et puis de choses que je pouvais utiliser, puis l'envie en fait de poursuivre, je dirais, l'aventure avec les personnages et puis de complexifier l'univers. Donc en fait, ce que je voulais faire, c'était me lancer dans un livre en 4 tomes, peut-être. 4 tomes, ah oui, c'est ambitieux. Voilà, même, avec les mêmes personnages. Donc le deuxième est écrit, j'ai rajouté en plus 2 personnages, et puis je vais commencer à cogiter sur le troisième, toujours avec le même univers, et puis mais bon, voilà, donc le deuxième n'a pas eu le bonheur en fait, donc de plaire en fait donc à Scali, aux éditions Scali, ni à Stéphane qui a fondé sa propre boîte. Oui, qui est parti de Scali pour fonder sa propre maison. Donc personne ne veut l'éditer, ni chez Scali, ni Stéphane. Voilà, ni Stéphane. Ouais. Voilà. D'accord. Donc tu l'as envoyé à quel éditeur? Alors je l'avais envoyé au Diable Vauvert. Donc en fait j'attends quelques retours de lecture, mais bon, en même temps là non plus je ne me fais pas trop d'illusions. Bon, j'étais un petit peu pistonné pour le Diable Vauvert. Par qui? Par Louis Lanner. Donc, décidément, celui-là, il pistonne tout le monde, hein. Il a le piston facile, hein. Et, bon, mais en fait, il avait beaucoup aimé le premier, donc voilà, quoi, il avait envie de m'aider un peu pour le deuxième. Et puis donc le Diable Vauvert et Hachette Littérature, là je t'avais un petit peu raconté aussi. Donc Charles Pépin chez Hachette Littérature. Voilà, ouais. Bon, apparemment ils n'ont pas trouvé, ils ont perdu le manuscrit. Super voilà. Sérieux, très bien. Donc voilà, Diable Vauvert, d'accord. Pas toi, c'est pas dans ta bouche. Hein. Voilà, non, c'est No comment. Non, c'est vrai qu'il faut faire gaffe à ne pas froisser les sensibilités. Il ne l'a pas perdu, il n'a pas été le chercher au bureau de la poste plutôt. Il était envoyé en recommandé. Non, mais je pense que ça a dû se perdre en fait. C'est pas lui en particulier quoi. C'est les gens qui reçoivent le truc. Donc de toute façon, bon, ils doivent recevoir des piles, je dirais des pyramides littéralement de manuscrits. Et tu as reçu des réponses personnalisées ou des coups de téléphone? Non. En fait, alors Marion Mazouric, là, au Diable Vauvert, a été mitigée. J'attends toujours une réponse ferme, hein, oui ou non, au moins que je sache où ça en est. Et puis bon, là, je vais refaire encore 2-3 envois, et puis bon, après, d'ici quelques mois, si vraiment il n'y a pas de réponse plus comment dire ça, clair, bon, j'arrête quoi. Là pour le coup, là je ferai peut-être un blog. Ouais. Je mettrai le texte sur internet. Tu arrêtes d'envoyer à des éditeurs ou tu arrêtes l'écriture? Les deux. Ça sert à rien de s'acharner. Je veux dire, tu dis toi-même que finalement complètement verrouillé, donc En quoi c'est un milieu verrouillé? En fait, bon, alors les envois par la poste spontanée, bon, évidemment, il n'y a quasiment aucune chance d'être lu. Ensuite, bon, quand on est pistonné, bon, ça permet d'être lu, mais ça garantit pas donc l'édition, la publication. Et puis bon, après tout dépend du sujet aussi. Bon, quand on traite un sujet un petit peu sérieux, ou là en l'occurrence dans le deuxième, dans le premier je parlais de sexe en fait, donc ça, bon, évidemment ça plaît. Dans le deuxième, je parle de politique. Juste pour reprendre un petit point que tu viens de dire, tu es en train de dire que sans recommandation, on n'est pas lu dans une maison d'édition. Non, oui, voilà. Beaucoup de gens ne disent pas ça clairement. Ils disent oui, envoyez votre manuscrit par la poste, il sera lu. Tu n'y crois pas à ce discours? Ah non, je crois pas du tout, non. Ouais. Parce que tu as vu ça de l'intérieur, finalement, tu as un point de vue d'insider là-dessus. Oui, j'ai une petite expérience de la chose. C'est Marion Mazouric. J'avais envoyé mon manuscrit spontanément donc en novembre, là au Diable Vauvert. En avril, donc au Salon du Livre, donc je la vois et puis je lui demande, je sais pas si ça vous dit quelque chose, la lutte des classes, Lucien Cerise. Elle me dit non. En fait, non, mais voilà, ils reçoivent des wagons entiers par dizaines, donc ils n'ont pas le temps. Ensuite, donc, je lui ai remis en main propre au moment là, du Salon du Livre, un deuxième exemplaire. Et là, effectivement, un mois après, donc, on se revoit et on avait déjà lu la moitié. Donc voilà, ça garantit. Quand on est un peu introduit par quelqu'un, ça permet effectivement d'accélérer le processus.
qui permet de prendre une décision, oui ou non. Est-ce que tu penses que c'est un système juste? Parce qu'on va te dire, oui, mais les éditeurs reçoivent tu disais, des cargaisons de manuscrits, donc il faut bien un système pour sélectionner. Et leur système, c'est une sélection par l'introduction, la recommandation, le copinage. Voilà. Est-ce que tu penses que c'est un système juste? Bah non, évidemment non, mais bon, enfin peut-être que ça bouge un petit peu parce que là sur ton site, là t'avais mis qu'en fait là au diable vert, enfin un truc que j'avais pas vu, c'est qu'ils demandent maintenant en fait d'envoyer les 3 premiers chapitres. Voilà, donc ce qui est une initiative intelligente quand même parce que bon, ça permet effectivement de pas perdre son temps à fabriquer les manuscrits, à perdre des sous, etc. Et puis ça coûte une fortune à envoyer et tout. Hein. Donc il y a voilà, bon il y a aussi l'Altiplano qui fait ça, qui demande en fait Bon, enfin l'Altiplano il répond par un email type, enfin en 2 jours. Moi c'est ce qu'ils avaient fait. Donc moi aussi en fait. Hein, mais je sais pas si c'est mon expérience, mais non, toi apparemment c'est la même chose. Hein. Oui, c'est la même chose. Enfin bon, ensuite après j'ai renvoyé un email en fait à Mathieu Garrigue là, qui m'a répondu là personnellement. D'accord. Mais au moins, je dirais que. Donc ça c'était pour le premier ou le deuxième tome? Non, ça c'est pour le deuxième. Pour le deuxième tome. Ok. Et comment tu interprètes le fait que ça marche pas très bien justement, que tu trouves pas facilement un éditeur? Alors peut-être que le sujet, bon, est moins effectivement moins porteur en fait. Hein, bon, le sujet en fait, je voulais faire le portrait d'un spin doctor, donc que je mets en scène dans son milieu naturel. Donc qui passe de lobby en groupe de réflexion, etc. Donc je mets en scène le groupe de Bilderberg, un chapitre. Donc c'est pour ça que je l'avais envoyé à l'Altiplano, parce que Mathieu Garrigue avait publié un livre sur le groupe de Bilderberg. Je mets en scène le Bohemian Club, qui est aussi donc un club sur le modèle anglo-saxon mais américain. Ouais, c'est très conspiracy theory, etc. Moi j'ai lu le début, c'est l'impression que ça me donne. Oui, c'est très politique en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Enfin en même temps, ce sont des groupes d'influence qui existent réellement. Je veux dire, il n'y a pas de l'imaginaire. Donc en fait, j'ai fait un peu un mixte comme ça, en fait, le personnage, je m'appuie sur des personnages réels, mais je les construis en tant que personnage de fiction et il évolue dans des milieux qui eux existent réellement. D'accord. Donc tu t'es quand même, c'est énormément d'investissement d'écrire un roman. C'est beaucoup de travail. Hein, bah oui, en plus tu travailles à plein temps, c'est énormément de travail. Comment est-ce que tu t'organises justement avec ton travail salarié? Je travaille en fait là pour le deuxième là, donc pour le premier j'étais à temps partiel, mais pour le deuxième effectivement, en fait c'est le soir, les week-ends, voilà. Donc le soir tu te forces à écrire, t'as un nombre de mots ou un nombre d'heures? Non, c'est au feeling, je veux dire c'est pas. Mais bon. Parce que moi je me fais vraiment des targets, je me force à écrire tant de mots, sinon ça avance pas. Non, toi c'est plus au feeling alors. Oui, mais en même temps, comme ça vient naturellement, je veux dire, si j'écris pas un jour, 2 jours, en général, au bout du 3e, j'ai quand même envie de pisser ma copie, quoi. C'est une alternative à la publication papier, c'est ce que tu es en train de dire. Oui, bien sûr, oui. Du fait des faibles ventes ou du fait de la difficulté de passer par ce goulet d'étranglement qui est l'édition traditionnelle. C'est quand même super. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus et pas en fonction de la qualité du texte. Hein. Donc c'est ça qui est un peu embêtant, quoi. C'est d'autres critères qui sont pris en compte. Ce que tu es en train de dire, c'est que finalement tu peux écrire une bouse et ça sera publié. Oui, bien sûr. Oui. C'est très courant, malheureusement. Donc la qualité littéraire, c'est pas un critère de sélection. C'est ce que tu es en train de dire. Non, c'est aucun rapport. Hein. C'est triste. Oui, mais bon, c'est comme ça. En fait, alors une fois qu'on le sait, c'est tout, on en prend son parti, hein, mais en fait, c'est vrai que ce qu'il faudrait, c'est que ce soit, à la limite, changer le système, c'est pas forcément nécessaire. Au moins, ce qu'il faudrait, c'est qu'au moins on le sache. Voilà, c'est que les gens sachent que le travail n'est pas récompensé. La qualité du texte n'a pas de rapport. Le fait d'être publié n'a pas de rapport avec le travail du texte. Ce sont d'autres critères qui sont pris en compte, qui sont essentiellement le réseau, le carnet d'adresse ou des choses comme ça, le CV, les mensurations éventuellement. Les mensurations. Oui, t'as du mal là pour secrétaire. Oui. D'accord, donc finalement la qualité littéraire on s'en fiche, c'est contingent. C'est pas. Ça dit, il y a des bons livres qui peuvent sortir, mais pour ainsi dire, c'est par hasard, quoi. C'est par hasard, il y a sans doute des. Tu as lu des livres de la rentrée? Je pense à des gens comme Tristan Garcia, Aude Volclair, qui ont pas mal de presse et c'est pas forcément de la qualité. Hein. Non, j'ai rien lu, donc j'ai rien à dire en fait. Mais bon, c'est vrai que. Parce que ça t'intéresse pas?
Non, ça m'intéresse pas en fait, oui, c'est vrai que ça m'intéresse pas. Il n'y a pas un paradoxe d'être un écrivain, t'es un écrivain publié quand même, et de pas s'intéresser à la rentrée littéraire? Bah, disons qu'en fait on m'a autorisé à faire une incursion dans ce milieu, voilà quoi, mais est-ce que je suis vraiment un écrivain publié? Enfin oui, j'ai publié un livre quoi, mais bon, enfin en tout cas quelqu'un a publié mon livre. Mais bon, de toute façon, je pense que pour ce qui est enfin, ce qui m'intéressait davantage, en fait, enfin, en termes de storytelling, tout ça, bon, c'est plus en fait l'audiovisuel anglo-saxon qui, à mon avis, enfin, c'est là qu'il y a les meilleures histoires, en fait. C'est là qu'il se passe le plus de choses, c'est-à-dire le cinéma ou les séries télé, qui sont, à mon avis, enfin, s'il se passe quelque chose en termes comment dire ça, en fait, de créativité, de qualité narrative, c'est plus là que dans la prose française. Quoi. Bon, il se passe pas grand chose. Il y a des bons textes de temps en temps, mais bon, c'est globalement, je dirais que c'est pas très. Ouais. C'est ennuyeux quoi. C'est vrai que tu m'avais parlé de gens comme Jessica Nelson que tu avais rencontrés et qui eux ont une belle carrière, sortent des bouquins chez Fayard, etc. dans des maisons prestigieuses et s'en sortent bien finalement. Comment est-ce que tu interprètes leur succès? Moi je l'ai juste croisé 2 ou 3 reprises. Comment j'interprète ça? Pourquoi est-ce que eux ça marche bien finalement? Enfin pour eux ça marche bien et finalement pour d'autres c'est un peu la galère. C'est un plan de carrière en fait. Faut commencer très tôt. Faut se dire dès l'âge de 20 ans je vais bosser là-dedans. Et ensuite tout faire pour entrer pénétrer le milieu. Là effectivement, mais quand on n'a pas un plan de carrière comme ça, c'est effectivement, on travaille le texte, donc forcément on est un peu en porte-à-faux par rapport au. C'est ahurissant de dire ça, parce que finalement si tu passes plus de temps à travailler sur ton texte, tu vas être défavorisé par rapport à des gens qui passent plus de temps sur leur réseau. Bien sûr, oui. C'est ahurissant, hein. Bah ouais. Oui, non, mais ça, je l'ai constaté de visu, quoi. Enfin, en fait, avant, je me disais, c'est des clichés, etc. Ou alors c'est une image, en fait, c'est quelque chose qui est pas. Si on revient à ma question, je suis désolée d'insister, mais vraiment, tu vois, je veux dire, tous les jours, on a ce dilemme, j'ai ce dilemme. Est-ce qu'il faut continuer à faire des efforts qui semblent un peu inutiles? Parce que, beaucoup de gens n'habitent pas à Paris, beaucoup de gens n'ont pas envie de faire ces efforts de soirée, de réseau, etc. Ou finalement, essayer de trouver d'autres voies qui passent en partie par Internet, où il y a d'autres voies. Qu'est-ce que tu conseillerais? À la limite, en fait, ce que tu fais peut te permettre éventuellement de rejoindre le milieu de l'édition traditionnelle. Enfin, tu te fais connaître, je veux dire, avec ton site. Donc, tu peux continuer à faire les deux. C'est-à-dire en fait travailler ton texte d'un côté et puis faire le travail quasi journalistique ou critique que tu fais, qui est très bien, qui est salutaire, qui permet de montrer un peu la réalité, quoi. Merci Lucas. Oui, non, mais très encourageant. C'est très encourageant. On ça espère. Ça permet d'inspirer, quoi, en fait. Tu vois, on se dit voilà, là il n'y a pas de langue de bois, quoi. C'est un peu une bulle d'oxygène, quoi. Bah écoute, j'espère que le tome 2 de Photographie d'un hamburger finira par paraître. On croise les doigts pour toi. Ouais. Merci Lucas. Merci Lisa Marie.